Bonjour à toutes et à tous pour cette dernière session de ce colloque sur les maladies neurodégénératives. Avant de donner la parole à nos orateurs, je voudrais simplement remercier Étienne Hirsch et Bernard Poulain de m'avoir associé à ce colloque et je voudrais surtout les remercier de tout le travail qu'ils ont fait pendant toute la durée du plan maladies neurodégénératives. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Je voudrais simplement rajouter à ce qu'a dit Étienne ce matin, après l'évaluation du plan, la volonté qu'il y ait une suite à ce plan. Et je sais qu'il y a au niveau du ministère de la Santé une réflexion actuellement sur le sujet. En ce qui concerne la recherche, je souhaiterais tout particulièrement que les centres d'excellence puissent continuer de fonctionner après une évaluation dans les années qui viennent. J'espère que tout cela se fera. Donc, je ne veux pas prendre beaucoup de temps et je vais tout de suite donner la parole à M. Pau Bernardo pour la caractérisation des états protéiques impliqués dans la maladie d'Huntington avec une approche intégrative. Bonjour. D'abord, j'aimerais remercier le comité, l'organisation pour m'inviter à présenter mes travaux sur Huntington. Et je vais passer à l'anglais parce que je me sens un peu plus à l'aise. So our group at the Center of Biochimie Structurale in Montpellier is interested in intrinsically disordered proteins, so proteins that do not have any kind of permanent tertiary structure. I think this is very relevant in this context because the vast majority of proteins that we have heard about today are intrinsically disordered, such as tau and alpha-synuclein or A-beta. And knowing the structural characteristics of these proteins is very important. And one of those proteins is also Huntingtin. And Huntingtin is linked to Huntington's disease, which is a neurodegenerative disorder, as you know, characterized by large cytoplasmatic and nuclear inclusions, causing neuronal degeneration in striatum. The patients of Huntington disease feel some involuntary movements and motor impairment and dementia and things like that. But in terms of classification, Huntington disease, in fact, is part of a larger family of proteins, which are the trinucleotide repeat disorders. Those disorders are caused by the abnormal nucleotide expansion inside of certain genes. And in the at the transcriptional level, the repetition can happen in exons, so they are transferred or translated into proteins, or they can be in non-coding parts like introns. And in our case, we are talking about polyglutamine diseases like Huntington, but there are 9 others that have the same kind of expansion of glutamines. In the concrete case of Huntington's disease, what we have is this expansion happens in the exon 1 of Huntingtin. And here you see the polyglutamine repeat. This is a short protein that has, before the polyglutamine, has a small fragment that is called N17 and is followed by the polyproline rich region. Like other trinucleotide repeat disorders, Huntington has one phenomenon that is called the pathological threshold. So all individuals that have more consecutive glutamines than this threshold, which in this case is 35, suffer the disease. And there is a clear correlation between the number of consecutive glutamines and the severity of the disease, and also the age of onset of the disease. Another shared phenomenon is the anticipation, which means that the parents the offspring have more polyglutamine, also have more larger polyglutamine tracts than their parents. As a consequence, generation after generation, the offspring suffered more severe Huntington, and also they suffer it earlier. So one of the aims of our research is to understand which is the origin of this pathological threshold. So essentially, there are 2 models that try to explain this threshold. The first one is called the conformation emergence model. That what is trying to tell us is that despite even if we increase the number of glutamines in Huntington, this is not toxic per se. What happens is that beyond certain number appears a second conformation, another conformation, which is really toxic. The second model is called the linear lattice model, in which that assumes that glutamine per se, or the repetition of glutamine, is toxic
And what happens is that the longer the polyglutamine track, the larger the toxicity. And at a certain point, this triggers the disease. So try to understand which is the right model seems a very easy question. The only thing we have to do, in fact, is to solve the structure of non-toxic or non-pathological and pathological version of the protein, and then we will have the answer to this question. And nowadays it seems very easy because we have, we have a lot of technological advancement recently that allow this kind of a structural determination. What happens is that it's not that simple. First, because as I said before, Huntingtin is an intrinsically disordered protein. Therefore, we cannot apply crystallography and we cannot apply cryo-electron microscopy, leaving nuclear magnetic resonance as the only technique for which we can really have atomistic information about this protein. But there is a second problem, which is the compositional bias of Huntingtin. You have seen the repetition of glutamines and the repetition of prolines makes the assignment or the characterization of this protein extremely difficult. And you will understand why in this slide. So here we have the NMR spectra of a folded protein. And what you can see is that the individual peaks of this protein are well separated. The aim of nuclear magnetic resonance, in fact, is to assign each one of those peaks to the specific amino acid which corresponds to it, okay? And because they are very well dispersed in the spectrum, we can do this work very easily. When we have an intrinsically disordered protein, there is also dispersion, but you can see that the frequency of the proton, for instance, is much more narrower, making the assignment slightly more difficult, but it's still feasible. What happens with Huntingtin or with other low complexity proteins is that you see that in the middle of the spectrum, we have all the glutamines collapsed in this kind of elongated shape, and we cannot identify which glutamine is which, and therefore we cannot have high resolution information of this protein. So this happens because when we do an NMR, we have to label our protein with nitrogen 15 and carbon 13. And this is done normally with E. coli expression. And we label all the glutamines at the same time, and therefore we cannot solve we cannot resolve those peaks. It would be much more nicer and smart if we could do something like that, in which we only label one glutamine at a time, and therefore we'll have much simpler NMR spectrum, and therefore do structural characterization, dynamic characterization. And this also would be independent of the homo repeat length, and therefore it would be easier to answer the question about the pathological threshold. It took us a couple of years to reach this kind of samples, and I'm going to summarize in one slide the work of these 2 years, but you can find more details in these papers that you see below. Essentially, what we want to do is to introduce a labeled glutamine inside of our protein. To do that, what we do first is we produce the tRNA, but now that this tRNA doesn't have the anticodon corresponding to the glutamine, it has the anticodon corresponding to a stop codon. With the help of this, the glutamine tRNA synthetase, we can load this amino acid into the tRNA. And then we also have another element, which is the plasmid of our protein, in which the position that we want to study has a stop codon. When we add those two elements inside of a cell-free system that has a transcriptional and translational machinery from E. coli, the ribosome will start synthesizing the protein, and when it reaches to the stop codon, we'll add our tRNA, loaded tRNA, and we'll have this kind of system that will have this very simple NMR spectrum. By changing the plasmids or the position of the stop codon in the plasmid, we will have a spectrum and individual glutamines will be labeled, okay? This works, and you can see it here. This is the spectrum of the first glutamine of a non-pathological Huntingtin of 16 glutamines. Here is the glutamine number 18. Then, doing samples of the different glutamines, we can unambiguously assign this protein, the non-pathological version of this protein. These things also works for a longer glutamine, so we can assign the pathological version with 46 consecutive glutamines. That would be kind of an impossible problem for structural biology. The fact that the similarities of the assignments, similarities of the shape, similarities of everything, is a strong evidence that the linear lattice model, in fact, is the preferred or the cytotoxic model for Huntingtin. Using the positions of those peaks, what is called the chemical shifts, we can start knowing something about the structure of the Huntingtin, of the exon 1.
we see, for instance, I'm not going to give all the details, but essentially what we see is that this protein is partially helical. It's not completely helical, it's partially helical. And this helicity starts in the N17, so the preceding part of Huntingtin, and then the helicity decreases slowly towards the end. And in fact, what happens when you have a polyglutamine, the pathological version, this helicity extends much longer than the 16, and therefore, so the helicity extends along the polyglutamine tract. We can do kind of a modeling of this this data, and the conclusion that we extract is that the exon 1 has an equilibrium of partially helical conformations, and those helical conformations, in all cases, starts in the N17 and extends along the polyQ tract. And we can even do some very simple atomistic models of this pathological version. The question, there are many questions behind that. Is the polyglutamine intrinsically helical or is triggered by the flanking regions? Escaping some of the technical details, what we discovered, in fact, that what triggers the eliciting the polyglutamine, in fact, is the N17. And this is done through the canonical hydrogen bonds, typical I+4 hydrogen bonds. But what is significant here is that the side chain of the glutamines falls back and forms a bifurcate hydrogen bond with the I-4 residue. And this bifurcate hydrogen bond is protected by a large hydrophobic residue. In the case of Huntingtin, is a phenylalanine. In fact, when you play with the sequence of these preceding residues, if you put 2 glycines, for instance, which is a small residue, what happens is that the polyglutamine just stops to being, so becomes a random coil. So we break the helicity. Conversely, when we add 2 large hydrophobic residues in this position here, what we have is that the helicity is enhanced. So what we can say is that the N17 triggers the helicity and is an important factor. But what stops the helicity at the end? So what happens is that the polyproline that we have after the polyglutamine tract conformationally breaks the helicity. And this is because the polyproline adopts a very rigid structure that breaks the helicity. So hydrophobic residues and polyproline. What we did then is to see whether or not the polyglutamine-rich proteins in humans also share this kind of properties. And what we observed doing a bioinformatic analysis is that the vast majority of the polyglutamine in humans have a leucine preceding. So we have the preceding and the succeeding residues. The leucine is highly enhanced in the position -1 of the polyglutamine tract, in that the helicity is is the main role of glutamines in humans. What happens as well is that the proline is also very common in the following the polyglutamine tracks. If you look at for instance, and the evolution of Huntingtin along evolution, what we see is that from low evolved to humans, what we see is that the glutamines appear at some point, and at the same time that the number of glutamines extends and increases, it also appears the polyproline afterwards, meaning that the polyglutamine and the polyproline have co-evolved. We also see that the other proteins that are involved in polyglutamine-related diseases also are enriched in proline at the C-terminus, which suggests that the prolines emerge as a protective mechanism for aggregation. So what we have learned during this adventure, let's say, is the following, is that we have an important element, which is the N17, that is partially helical, and this triggers the helicity within the polyglutamine tract. And then there is the polyproline that breaks this helicity. So we have a partially formed helix that is important probably for the interaction with the biological partners, or even the oligomerization through a coiled coil with itself. But when you have an abnormal expansion, in fact, the rules are the same. Triggering helicity, breaking the helicity. So therefore, it's a strong suggestion for the linear lattice model. And what happens here is that the interaction with the biological partners probably happens as well, but happens with a different thermodynamic, so maybe stronger.
We can, however, interact with other proteins that are not possible in the non-pathological version, which could be the origin of some of the symptoms. And also we can have more stable oligomers that eventually give the fibers and Huntington disease at the end. So what we have done is develop a new methodology that allows the high-resolution structural study of Huntington and other polyglutamine tracks. And what we expect now is that with these tools, we can start studying interaction with other proteins. And finally, this is the amount of people that have worked in this project. This has been a project that, like this Human Tau that we do in Catalonia, we have worked all together in a very collaborative way, and with a strong collaboration of Stefan Delbecq, people in Zaragoza, Cativiel and Isabel Jimenez, Juan Cortés at LAS, and the bioinformaticians Pablo Mier and Miguel Andrade. And thanks to all of you for your time and your attention. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Pau Bernardo. Effectivement, comme on le voit dans votre photo, les anomalies conformationnelles peuvent à un moment donné donner des conséquences très graves quand on est en haut. Donc, je vais donner maintenant la parole à Madame Sandrine Humbert de Grenoble, qui va nous parler de la huntingtine et de la neurogénèse. D'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, mon équipe s'intéresse à la huntingtine. Donc, c'est la protéine, comme on l'a vu, qui est mutée dans la maladie de Huntington. J'ai un problème avec mon diaporama ici, alors que tout marchait bien tout à l'heure. Donc, je ne vais pas refaire une introduction sur cette pathologie, ne serait-ce que pour insister sur le fait que c'est une maladie rare, que c'est une maladie de l'âge adulte, et que la dysfonction et la dégénérescence des neurones striataux et corticaux qui apparaît dans la maladie de Huntington découlent non seulement des gains de nouvelles fonctions toxiques qui sont acquises par la protéine lorsqu'elle a la mutation, mais aussi la perte des fonctions normales. Et donc, le programme ANR Huntington et Neurogenesis que nous avions, qui avait été financé en collaboration avec Denis David, qui était à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry à l'époque, était d'effectuer et consistait à décrire à l'aide de modèles murins le rôle au niveau moléculaire de la huntingtine pendant la neurogénèse développementale et adulte. Donc, je vais surtout concentrer ma présentation sur la partie développementale. Les résultats majeurs qui ont été obtenus sur le projet neurogénèse adulte ont fait l'objet d'une publication. Je vais vous décrire très brièvement, qui a été publiée dans la Cell Reports. Ce que nous avons montré, en fait, c'est que dans des conditions de stress, qu'on peut récapituler chez l'animal en injectant de la corticostérone. Il va y avoir une activation de la kinase CDK5 qui va conduire à la phosphorylation, l'hyperphosphorylation de la huntingtine, ce qui va inhiber ses fonctions dans le transport de facteurs trophiques, par exemple du BDNF. Et on a pu montrer qu'en fait, en utilisant à la fois des circuits reconstitués dans des conditions, sur des microfluidiques, en collaboration avec l'équipe de Frédéric Saudou, mais également in vivo, que ces défauts de transport, ces diminutions de transport dans des conditions de stress vont conduire à un défaut de libération du BDNF du cortex vers l'hippocampe, ce qui va conduire à une diminution de la neurogénèse adulte hippocampique et à une augmentation des comportements, disons, reliés à la dépression chez la souris. Donc, ces travaux ont été importants parce que ça a permis d'identifier la huntingtine comme une composante des voies de régulation des troubles de l'humeur, ce qui suggère aussi que les comportements dépressifs qui sont observés chez les patients très précocement pourraient résulter de la modification de la fonction biologique de la huntingtine dans ces voies de signalisation. Alors, j'ai décidé de vous présenter plutôt la partie huntingtine et neurodéveloppement. Donc, il y a une dizaine d'années, mon laboratoire a commencé à s'intéresser à l'hypothèse d'une contribution d'un développement anormal à la maladie de Huntington. Et en faveur de ça, l'expression de la huntingtine mutante chez la souris
dans une période qui est restreinte au développement, conduit à un modèle murin de la maladie de Huntington. Et je dirais de façon plus importante aussi, en clinique, les résultats d'études cliniques en imagerie ont montré que chez des enfants à risque, c'est-à-dire porteurs du gène de la maladie de Huntington, et chez des patients présymptomatiques, on a des anomalies d'imagerie cérébrale et que l'explication la plus probable pour ce type d'anomalie serait un développement anormal. Alors, au laboratoire, on s'intéresse au développement du cortex cérébral parce que la huntingtine sauvage et mutante sont exprimées dans le cortex en développement, que le volume du cortex cérébral est plus petit chez les patients présymptomatiques et qu'on a une dégénérescence corticale marquée chez les patients Huntington et en particulier, on a cette sensibilité d'une connexion cortico-striatale dans la maladie de Huntington. Alors, le cortex est composé de 6 couches. Ça, c'est le cortex mature à l'âge adulte. Et pendant le développement, ces 6 couches sont assemblées de manière selon un pattern qu'on appelle inside out, c'est-à-dire que les couches les plus superficielles, ce seront les couches qui sont générées en dernier. Et comment s'assemblent ces couches? En fait, elles sont assemblées par vagues de neurones qui sont générés successivement à des temps bien définis. Alors ici, par exemple, chez la souris, au stade embryonnaire E12,5, il va y avoir des vagues de neurones qui sont générées, qui à un moment donné vont devenir sortir du cycle pour devenir des cellules post-mitotiques. Et à E12,5, on va générer les couches profondes. À E13,5, la couche 5, etc., jusqu'à la naissance. Et pour chacune de ces couches, les mécanismes cellulaires mis en jeu sont similaires. Et on va avoir donc une prolifération des cellules de façon qu'on dit symétrique ou neurogénique pour amplifier le pool des progéniteurs. Puis il va y avoir un switch vers une division qui est dite asymétrique ou neurogénique, je me suis trompée tout à l'heure, pour aller vers un destin cellulaire de neurones. On sort du cycle cellulaire. Les neurones nouvellement générés vont subir une transition multipolaire-bipolaire, migrer le long de la grille radiaire, puis atteindre leur couche de destination où ils vont différencier, constituer une arborisation dendritogénèse et axogénèse. Et donc, ce que nous avons fait au cours des dernières années, ça a été pour chacune de ces étapes où nous avons observé une expression de la huntingtine sauvage et mutante, regarder le rôle de la huntingtine sauvage. Une fois qu'on avait une fonction pour cette huntingtine sauvage, on s'est posé la question de savoir ce qui se passait dans la maladie de Huntington. Alors, pour vous résumer ces travaux, donc nous avons montré que la huntingtine, elle est importante pour le pool de ses progéniteurs. Et en fait, elle est très importante pour réguler la balance entre prolifération et mitose proliférative et neurogénique. Et en fait, si on enlève la huntingtine, donc toujours dans des modèles murins, on va balancer, on va aller vers des mitoses neurogéniques aux dépens des mitoses prolifératives, c'est-à-dire aux dépens du pool des progéniteurs. La huntingtine va être également importante pour la transition multipolaire, bipolaire, pour la migration et pour la maturation des neurones. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si à la place d'étudier le rôle de la huntingtine, on se place dans des modèles murins de la maladie de Huntington, avec la huntingtine qui a une mutation qui conduit à la maladie de Huntington? On va observer de façon générale une perte de fonction. Donc, dans un modèle murin de la maladie de Huntington, on va favoriser une entrée précoce vers de la différenciation, ce qui veut dire que c'est aux dépens des progéniteurs, du pool des progéniteurs en cycle. Donc, on part avec un pool de progéniteurs qui est réduit. Dans la maladie de Huntington également, les cellules vont avoir des défauts, vont présenter des défauts de polarisation et de migration. Donc, toutes les cellules ne vont pas atteindre leur couche finale. Et enfin, pour celles qui vont atteindre leur couche finale, l'arborisation ne sera pas complète. Donc, un cerveau murin à la naissance ne sera pas complètement normal. Il va y avoir, comme je le dis, des défauts dans le pool des progéniteurs, de migration, d'arborisation, et ça se manifeste notamment par le fait qu'on va avoir une épaisseur corticale qui est réduite de 10 à 15%. Alors, ce qu'on fait actuellement donc, pour poursuivre ces travaux, c'est de regarder donc, au laboratoire la conséquence de ces défauts développementaux sur la connectivité structurelle et fonctionnelle des réseaux qui sont ainsi mis en place.
Alors, quelle que soit la valeur de ces données, dans le domaine où, disons que pour la communauté scientifique, nous n'avions pas la preuve qu'un développement anormal existe également chez l'homme dans la maladie de Huntington. Et c'est pour répondre à cette question que nous avons il y a quelques années, démarrer une collaboration avec l'équipe d'Alexandra Dur à la Pitié-Salpêtrière pour collecter des fœtus humains qui sont porteurs d'une mutation qui sera responsable à l'âge adulte d'une maladie de Huntington, puisque tous les tissus que nous avons pu analyser ont une expansion de glutamine qui est entre 39 et 42 CAG, donc qui est relativement petite. Donc, comment est-ce qu'on va récupérer ces fœtus? Il s'agit d'interruption de grossesse de couples qui ne souhaitent pas transmettre la mutation à leur descendance. Et généralement, l'interruption se fait au niveau de la semaine 13, ce qui correspond au stade embryonnaire 13 chez la souris, à un moment donné où ce sont les couches profondes du cortex qui sont générées, ces couches qui, on le sait bien, plus tard à l'âge adulte, vont dégénérer. Alors, la première chose que nous avons faite avec ces tissus, ça a été d'analyser la localisation de la huntingtine. Et comme on le voit ici, dans un échantillon maladie de Huntington, porteur d'une mutation qui donnera une maladie de Huntington, on a un enrichissement anormal de la huntingtine à la zone ventriculaire et la protéine huntingtine semble carrément presque dépléter des régions plus basales. Alors, qu'est-ce qui se passe à la zone ventriculaire? À la zone ventriculaire, on a ce qu'on appelle le pied apical des progéniteurs. Ce pied apical va constituer en fait l'intégrité du neuroépithélium, puisqu'il n'y a pas de membrane à cet endroit-là et l'intégrité de la zone ventriculaire est liée au fait que ces pieds apicaux sont liés les uns aux autres par des complexes de jonction. De façon intéressante, dans un autre système hors du système nerveux, nous avions montré que la huntingtine est très importante pour la régulation et le bon positionnement de ces protéines de jonction. On le voit, c'est illustré ici dans des cellules de cancer, où on voit une de ces protéines de jonction, la protéine ZO1, qui va apparaître à la surface entre les différentes cellules. En absence de huntingtine, on déplace complètement ZO1. Donc, on a été regarder si on avait ce qui se passait au pied apical au niveau de ces protéines de jonction. Donc, pour faire ça très rapidement, on a vu qu'on avait, comme pour la huntingtine, un enrichissement de ZO1, une protéine telle que PAR3 a aussi une localisation anormale, même si dans ce cas-là, on a une down-régulation généralisée et pas vraiment de concentration à la zone ventriculaire. On a regardé bêta-caténine, N-cadérine et toutes présentent des anomalies de localisation. Le pied des progéniteurs a une autre caractéristique, c'est qu'il a un cil. Et ce cil, il peut être marqué spécifiquement avec une protéine telle que la protéine ARL13B. Ce qu'on a pu constater, toujours dans les échantillons maladie de Huntington, c'est que le cil était non seulement plus long, mais il présentait également une plus grande densité. Or, ce cil, il est connu pour être désassemblé et assemblé au cours du cycle cellulaire. Donc, le fait d'avoir cette accumulation de plus de cils nous a fait penser à des problèmes, des défauts de cycle cellulaire, et nous avons effectivement vérifié qu'on avait des problèmes de progression dans le cycle cellulaire au niveau de la phase G1S, et on a également un problème d'entrée dans la mitose. On le voit ici avec un mitotique index qui est réduit chez les patients HD. Donc, à nouveau, on retrouve un petit peu ce que je vous ai montré, enfin pas un petit peu, on retrouve ce que je vous ai montré dans les modèles murins. On a dans les progéniteurs une diminution de la mitose. L'autre caractéristique du cil, c'est la façon dont il va s'orienter au niveau. Donc, il est connu qu'on a soit une orientation apicale du cil qui signe des cellules qui sont en train de cycler, soit une orientation des cils qui peut être basolatéral, et ceci, ça a été montré comme signant un engagement dans le lignage neuronal. Donc, dans la maladie de Huntington, on a plus de cils en position basolatérale, ce qui témoigne d'une différenciation précoce et qu'on a pu effectivement voir cette différenciation précoce en marquant pour des marqueurs tels que TBR2 qui sont des marqueurs neuronaux d'engagement dans la voie neuronale. Donc, en conclusion, ce que je vous ai montré, c'est que clairement, le développement du cerveau est altéré à plusieurs étapes.
chez les porteurs de gènes maladie de Huntington. Donc, quelle en est l'interprétation? Bien sûr, des défauts de développement tels que ceux qui sont décrits ici pourraient être à l'origine de signes précoces de la maladie de Huntington, mais il semble aussi que les perturbations précoces que l'on voit va rendre les circuits, notamment les circuits corticostriataux, plus vulnérables aux dysfonctionnements ultérieurs qui sont caractéristiques de la maladie de Huntington. Et enfin, on voit très bien qu'on a une grande phase silencieuse où il ne se passe quand même pas grand-chose, c'est les patients, et qui témoignent certainement de mécanismes compensatoires. Et donc, c'est toutes ces pistes de recherche que nous poursuivons actuellement dans l'équipe. Et je finirai donc sur ma diapositive de remerciements. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Humbert. On avait la notion de la toxicité de la protéine chez l'adulte et de sa destruction et de la destruction neuronale qu'elle engendrait, mais les connaissances sur les anomalies de la neurogénèse sont tout à fait remarquables à connaître et on reposera quelques questions peut-être tout à l'heure sur ce sujet. Je vais maintenant passer la parole à Madame Karine Mérienne de Strasbourg sur les régulations épigénétiques de la maladie de Huntington. Merci de nous éclairer sur ces anomalies épigénétiques. Bonjour à tous. Donc, je remercie d'abord les organisateurs pour nous permettre de présenter, pour l'invitation et me présenter les travaux que nous avons réalisés donc, dans le cadre du projet ANR Expand, qui est un JCJC. Donc, la maladie d'Huntington, je vais pouvoir aller rapidement sur cette diapositive d'introduction et simplement rappeler qu'il s'agit d'une maladie neurodégénérative qui résulte d'une atteinte primaire du striatum et donc du dysfonctionnement, de la dégénérescence progressive des neurones moyens épineux du striatum et que ça survient au terme d'une longue période de dysfonctionnement neuronal. D'autres structures cérébrales sont aussi affectées, mais décalées dans le temps. Donc, je reviens aussi sur le fait qu'il s'agit d'une maladie génétique, purement génétique, qui est causée donc par une expansion de triplet CAG dans l'exon 1 d'Huntington, et qu'au-delà d'un seuil de 36-39 répétitions, il y a production d'une protéine toxique qui a une forte propension à l'agrégation. Et donc, plus cette taille de répétition CAG est élevée, plus la protéine va être toxique. Donc, le mécanisme pathogénique est complexe et fait intervenir des mécanismes qui ne sont finalement pas si spécifiques, qu'on trouve dans d'autres maladies neurodégénératives, le stress protoxique qui est lié au processus d'agrégation, des perturbations du métabolisme énergétique, des anomalies au niveau de l'activité des neurones, mais on trouve des aspects qui sont plus spécifiques peut-être de la maladie d'Huntington, qui sont une dérégulation transcriptionnelle importante et une instabilité somatique aussi de la mutation. Et donc, la difficulté consiste à identifier, déterminer la contribution de chacun de ces mécanismes au processus pathogénique, d'établir éventuellement des corrélations entre ces différents mécanismes pour identifier les cibles thérapeutiques pertinentes. Et dans le cadre du projet Expand, nous sommes plus spécifiquement intéressés à la dérégulation transcriptionnelle et à l'instabilité somatique de cette mutation, parce qu'elle corrèle avec la pathogénèse et pourrait potentiellement expliquer la vulnérabilité particulière du striatum. Donc, plus spécifiquement, nous sommes intéressés au rôle de la chromatine et des régulations épigénétiques dans ces mécanismes. Alors, quelle est cette instabilité somatique ou cette expansion somatique des répétitions CAG? Il s'agit de la propension de la mutation, donc Huntington, de l'expansion CAG à augmenter avec le temps, avec l'âge, et ce, de façon tissu-dépendante. Donc, vous voyez ici, cette analyse a été réalisée à partir d'un modèle murin de la maladie qui exprime une Huntington mutée avec 130 CAG, que l'instabilité somatique est beaucoup plus élevée dans le striatum comparé au cervelet, ce qui fait que la production de protéines de plus en plus toxiques avec l'âge et devient dramatique dans le striatum comparé au cervelet. Et ce profil de sélectivité tissulaire est aussi très similaire chez les patients Huntington. Alors, le mécanisme qui est à l'œuvre dans cette expansion somatique est partiellement compris, et on sait que ces répétitions CAG-CTG ont de fortes propensions à former des structures secondaires stables de type herpine, et que c'est la réparation erronée de ces structures ainsi que des lésions qui s'y accumulent par les mécanismes de réparation de l'ADN qui va conduire à une expansion somatique. Alors, nous avons contribué à montrer à ces résultats en montrant notamment que la réparation par excision de base, le BER, est un facteur qui aggrave l'expansion somatique. Mais ce qui reste encore mal compris, c'est la sélectivité tissulaire du mécanisme. Et donc, nous avons cherché à aborder cette question à partir de différents modèles qui récapitulent cette sélectivité tissulaire de l'expansion somatique
chez la souris. Nous avons réalisé des expériences d'immunoprécipitation de la chromatine en ciblant des marques d'histone et aussi l'ARN polymérase 2, et en particulier des formes phosphorylées de l'ARN polymérase 2 qui sont associées à l'initiation et à l'élongation de la transcription. Et globalement, nos résultats indiquent que la dynamique de transcription, en particulier au niveau du gène Huntington, est un facteur qui va moduler l'instabilité somatique, et ce, de façon tissu spécifique. Donc, il semble que dans le striatum, une dynamique de transcription rapide au niveau du gène Huntington va favoriser la formation de structures secondaires qui vont être ensuite processées de façon anormale par les mécanismes de réparation. Donc, depuis, nous avons poursuivi en cherchant à caractériser la structure tridimensionnelle de la chromatine au niveau du locus Huntington, et ce, à partir d'un modèle knock-in de la maladie de Huntington. Donc, à partir du striatum de souris knock-in qui modélise cette maladie de Huntington, nous avons réalisé des expériences de 4C sequencing couplées avec de la modélisation pour construire une carte virtuelle qui permet IC, qui englobe le locus Huntington. Et donc, nos données indiquent que le gène Huntington est localisé à la frontière entre deux domaines topologiques adjacents et que la présence de la mutation va altérer cette frontière. Donc, dans l'ensemble, nos données suggèrent qu'il existe effectivement des mécanismes tissus dépendants et locus spécifiques qui vont affecter la chromatine Huntington. Donc, deuxième point, nous nous intéressons également aux effets tissus dépendants et globaux qui vont affecter la chromatine Huntington. Et ça, c'est une question que nous avons abordée au travers de ces publications et que nous continuons d'explorer. Donc, du coup, revenons-en à la dérégulation transcriptionnelle qui est liée à cette question. Donc, je vous ai dit que ça corrélait avec la pathogénèse. Et en effet, de nombreuses études transcriptomiques à partir de modèles murins de la maladie et également de tissus post-mortem provenant de patients Huntington montrent que cette dérégulation transcriptionnelle est un phénomène précoce, progressif, qui est corrélé avec la taille de l'expansion et qui est aussi tissu dépendant, et en particulier son ampleur est maximale dans le striatum. Donc, nous avons également réalisé une étude transcriptomique à partir du modèle murin R6-1, qui est une souris transgénique qui surexprime l'exon 1 muté humain de la Huntington. Et c'est un modèle de référence qui récapitule des phénotypes majeurs de la maladie de Huntington. Donc, une étude RNA-seq, nous avons réalisé une étude transcriptomique RNA-seq à partir du striatum de ces souris de 14 semaines et 30 semaines, ce qui correspond à des stades symptomatiques précoces et tardifs. Et nous montrons, comme entendu, une dérégulation transcriptionnelle précoce, progressive. Et de manière intéressante, l'analyse ontologique des gènes qui sont différentiellement régulés chez ces souris montre que les gènes sous-régulés, dents-régulés, ont une signature très caractéristique neuronale. Les gènes impliqués, les gènes qui sont dents-régulés sont vraiment associés à la fonction neuronale, alors que ce n'est pas le cas des gènes qui sont surrégulés, qui sont up-régulés, qui sont enrichis dans une fonction impliquée dans l'adhésion cellulaire. Donc typiquement, les gènes qui sont dents-régulés sont des marqueurs de l'identité striatale. Donc on trouve des gènes tels que le récepteur D1 à la dopamine, le récepteur D2 à la dopamine, RGS9, TARP32, la proencéphaline, PD10A, etc. Et cette signature est conservée aussi dans un modèle knock-in de la maladie d'Huntington et on la retrouve également chez les patients. Donc il s'agit bien là d'une caractéristique de la maladie. Donc nous avons fait l'hypothèse qu'une origine épigénétique pouvait en être la cause. Donc je vais revenir rapidement là-dessus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les régulations épigénétiques sont en particulier très importantes lors des processus de développement et de différenciation cellulaire, puisqu'à partir d'un génome unique, elles permettent l'acquisition et le maintien d'une identité cellulaire stable au travers du contrôle du programme transcriptionnel. Donc, nous nous sommes demandé si la Huntington mutée pouvait affecter le maintien, voire l'acquisition de l'identité du striatum. Donc, les régulations épigénétiques, comme vous le savez, ont un impact sur la structure de la chromatine qui peut être dans un état soit relâché, actif transcriptionnellement ou au contraire compact, associé à de la répression transcriptionnelle. Et différentes modifications génétiques modulent la structure de la chromatine, dont les modifications d'histone. Dans le cadre du projet EXPAND, nous sommes plus spécifiquement intéressés à l'acétylation de H3K27, qui est une marque qui est enrichie au niveau des promoteurs et des enhancers actifs, donc, qui sont des régions régulatrices qui sont à distance des promoteurs. Donc, la raison pour laquelle nous sommes intéressés à H3K27 acétylé, c'est parce qu'il avait été retrouvé que la CREB binding protein, donc qui est une histone acétyltransférase, ainsi que ma collègue Anne-Laurence Moutier vous l'a présenté tout à l'heure, elle est recrutée dans les agrégats que forment les agrégats de Huntington mutés dans les neurones Huntington. Et donc, comme H3K27 est une cible authentique de CBP, nous nous sommes demandé si l'acétylation de H3K27 pouvait être altérée dans le striatum Huntington.
Donc, pour répondre à cette question, nous avons réalisé des expériences de chip sequencing à l'échelle du génome, et nous avons, à partir du striatome de souris transgénique RC1, et nous avons ciblé non seulement H3K27 acétylé, mais aussi l'ARN polymérase et d'autres marques d'histone. Et pour des questions de temps, je vais aller à l'essentiel et vous présenter deux résultats importants. Donc, ce que nous avons montré, c'est que le niveau d'acétylation, le niveau de H3K27 acétylé chez les souris Huntington est sélectivement diminué au niveau des gènes qui sont sous-régulés dans le striatome de ces souris. Donc, c'est bien sélectif, puisque quand on considère l'ensemble des gènes, vous voyez bien que les métaprofils qui ont été générés ici sont comparables entre situation contrôle et Huntington. Et nous avons obtenu des résultats comparables en analysant les données ChIP-seq qui ciblent l'ARN polymérase 2. Vous voyez une baisse sélective du signal RNA-Pol2 au niveau des gènes qui sont régulés dans le striatome des souris RC1. Donc, ces données indiquent que la baisse d'expression des gènes dans le striatome des souris RC1 corrèle avec une déplétion en H3K27 acétylé et en ARN polymérase 2. Deuxièmement, ce que nous avons observé, c'est que les gènes actifs peuvent être caractérisés par deux types de profils épigénétiques qui sont distincts et qui sont illustrés sur cette diapositive. Donc, comme vous pouvez voir ici, le gène DRD1 associe un profil large en H3K27 acétylé, à la différence du gène qui le juxtapose, SFXN1, pour lequel vous voyez un profil étroit qui est localisé au niveau du promoteur. Et donc, les gènes qui associent un profil large sont des gènes qui sont régulés par un super-enhancer. Ce profil large correspond à un super-enhancer qui caractérise les enhancers larges, donc qui régule les gènes de l'identité cellulaire. Donc, vous pouvez voir en parallèle que l'expression de DRD1 est diminuée dans le striatome des souris RC1, ce qui n'est pas le cas du gène SFXN1. Donc, ces données suggéraient que les gènes sous le contrôle de l'identité du striatome, donc sous le contrôle d'un super-enhancer, étaient éventuellement, préférentiellement régulés dans le striatome Huntington. Donc, pour démontrer ce résultat, nous avons généré une heatmap qui permet de regrouper les gènes en fonction de leur profil épigénétique, en fonction de leur profil H3K27 acétylé et RNA-Pol2. Et nous avons pu distinguer un cluster, ce cluster A, qui en fait comprend les gènes qui sont sous le contrôle d'un super-enhancer. Et l'intégration avec les données transcriptomiques montre que les gènes régulés dans le striatome des souris RC1 sont très significativement enrichis en gènes de ce cluster A, ce qui n'est pas le cas des gènes up-régulés. Donc, pour conclure, ces données nous indiquent que les gènes de l'identité striatale, sous le contrôle d'un super-enhancer, sont particulièrement vulnérables à la dérégulation dans le striatome des souris Huntington, et que cela corrèle avec une déplétion en H3K27 acétylé et en ARN polymérase 2. Et je n'aurai pas le temps de le montrer, mais on a aussi mis en évidence que cela corrélait avec une dérégulation des enhancers RNA qui sont transcrits à partir des super-enhancers striataux. Donc, depuis, pour aller plus loin, nous avons montré que cette signature de super-enhancer est en fait conservée dans le modèle knock-in de la maladie de Huntington et qu'elle se met en place de façon extrêmement précoce, à un stade prodromal. Nous avons également montré qu'elle se met en place, qu'elle se développe, cette signature de super-enhancer, dans d'autres structures cérébrales, le cortex, l'hippocampe ou le cervelet, mais de façon beaucoup plus atténuée et plus tardivement. Enfin, nous avons montré qu'elle était également présente dans le striatome des patients Huntington. Par ailleurs, nos données de 4C-seq montrent que le mécanisme qui sous-tend la mise en place de cette signature de super-enhancer n'implique pas une réorganisation dramatique de la structure tridimensionnelle de la chromatine, même si nous avons pu observer une atténuation, un affaiblissement de certaines interactions enhancer-promoteur au niveau de super-enhancer striato précis. Enfin, nos données épigénomiques et transcriptomiques générées à partir de tissus triés du striatome montrent que cette signature de super-enhancer se met spécifiquement en place dans la population neuronale du striatome Huntington et non pas dans la population des cellules gliales. Donc, pour conclure, nos données indiquent que l'identité neuronale est compromise de façon très précoce dans le striatome Huntington et que cela résulte vraisemblablement d'une reprogrammation épigénétique qui contribue probablement au dysfonctionnement neuronal de ces neurones striataux. Maintenant, nos données suggèrent plutôt un défaut dans le maintien de cette identité striatale, mais nous ne pouvons exclure des anomalies au niveau de l'acquisition de l'identité striatale, d'autant plus que, comme vous le venez de l'entendre, avec la présentation de ma collègue Sandrine Imbert, il est vraisemblable qu'il existe une composante neurodéveloppementale dans la maladie d'Huntington.
Donc, nous cherchons maintenant à explorer les mécanismes qui sous-tendent ces altérations transcriptionnelles afin d'éventuellement identifier des cibles thérapeutiques. Pour finir, j'aimerais donc remercier mes collègues et collaborateurs, et en particulier les étudiants en thèse, post-doc, qui ont produit, analysé aussi ces résultats. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous avons quelques minutes pour des questions et une discussion. Alors, je commencerai par poser ma question à Madame Humbert. Vous nous avez montré effectivement qu'il y avait des anomalies développementales dans la maladie de Huntington. Est-ce que vous avez éventuellement la notion d'études chez les enfants à risque dans les maladies, dans les familles de Huntington, qui permettent de mettre en évidence sur le plan plus clinique ce type d'anomalie? Est-ce qu'il y a des symptômes, des pré-symptômes que l'on peut mettre en évidence déjà très tôt chez les enfants atteints de maladie de Huntington ou susceptibles d'être atteints de maladie de Huntington? Donc, c'est ce que je disais j'avais mentionné très rapidement. En fait, oui, il y a eu des études qui ont été faites, mais ce n'est pas des études qui sont faites en France parce que, alors, je ne sais pas s'il y a des cliniciens qui écoutent, je ne vais peut-être pas utiliser le bon vocabulaire, mais en gros, on n'a pas le droit de faire ce type d'études. Je pense que en France, chez des porteurs d'un gène qui n'ont absolument aucun symptôme, des présymptomatiques. Donc, les études, elles ont été faites aux États-Unis en imagerie clinique et il y a eu des études de volume cérébral qui ont été montrées comme étant altérées chez des enfants qui sont porteurs d'un gène mais qui ne sont pas du tout, qui n'ont aucun signe de la maladie. Et il y a eu également des études, donc c'est toujours le même laboratoire, Madame Nopoulos, qui a produit des études qui a fait des études de QI, etc., sur des enfants dans les familles, et qui là mettait en valeur plutôt des aspects de compensation. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, pour certains aspects, sont même mieux que les enfants contrôle, enfin qui sont a posteriori pas porteurs du gène. C'est un petit peu difficile de faire ces conclusions sur les enfants parce que, bon, après, ça nécessiterait une réponse très longue, mais disons qu'ils ne sont pas dans un contexte familial qui est classique. Donc, les conclusions sont difficiles à faire. Parce que d'une part, ils sont dans des maladies où il y a très difficile, le contexte familial très difficile, et en même temps, parfois surprotégés, surstimulés, justement parce qu'ils sont dans ces contextes-là. Bien sûr, merci. Alors, il y a une question qui est posée par Cécile Voisset. Est-ce que les oligomères ou les agrégats de Huntington sont détectables au cours du neurodéveloppement des patients ou modèles souris mutés pour HTT? Alors, je ne sais pas qui est-ce qui doit répondre. C'est moi qui dois répondre? Oui. Enfin, moi, je sais que nous, dans les modèles… C'est global. Nous, dans les modèles qu'on regarde, ça fait très longtemps qu'on travaille sur des modèles knock-in qui sont le plus près possible de ce qu'on peut voir de la génétique humaine, hein, c'est-à-dire où l'exon 1 du gène codant la huntingtin chez la souris a été remplacé par un exon 1 muté. Dans ces modèles-là, dans les stades développementaux, on n'a pas d'agrégat. Alors maintenant, voilà. C'est tout ce que je peux dire de Huntington, tel qu'on peut les déceler par immunohisto, en 1C2 et tout, mais peut-être que M. Bernardo peut compléter ça. Je ne sais pas si voilà. Donc, il n'y a pas d'agrégation à ces stades-là, en tout cas. Alors, encore une question pour vous, qui est posée par Karine Cambon. Est-ce que vous pensez que la contribution de la Huntington mutée sur le développement est plus délétère que ce qui se passe à l'âge adulte? Oh là là, ça, je ne vais jamais faire ce type de conclusion. Ce que je peux dire, c'est que de façon qui a… à l'origine, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur les fonctions, dysfonctions de la huntingtin au niveau cellulaire et moléculaire. Dans des neurones adultes, c'est vrai qu'on était presque surpris de voir au cours du neurodéveloppement des phénotypes qui sont en fait très marqués, enfin qui sont tout aussi marqués que ce qu'on peut voir en fait dans des structures adultes ou dans des neurones très différenciés.
De là à dire quelle va être la part la plus importante, c'est impossible de le dire. La question, c'est de savoir au niveau de ce genre de pathologie, on a des populations génétiques sur lesquelles on peut avoir des interventions thérapeutiques si on a quelque chose à faire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller trop tard, puisqu'on sait que dès le départ, le circuit est déjà altéré? Donc ça, c'est plutôt ce genre de question. Hein. Est-ce qu'une intervention trop tardive, quel bénéfice elle aura? Et l'autre part, c'est que quand on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, maintenant on a toute cette fenêtre de compensation qui fait que ces phénotypes très précoces vont dans un premier temps être compensés et que voilà, donc alors c'est un peu comme pour moi, on est un petit peu dans un système d'une maladie chronique où on assemble des réseaux de façon qui n'est pas normale. On va continuer à exprimer cette protéine mutante toute sa vie, en essayant tant bien que mal de faire avec, mais pour l'instant, il faut poursuivre plein d'études pour pouvoir répondre à ce type de questions. Madame Mérienne, dans votre conclusion, ou presque votre conclusion, vous avez fait référence à la possibilité de pistes thérapeutiques en ce qui concerne les anomalies épigénétiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclairages là-dessus, s'il vous plaît? Oui, on cherche. Alors, j'aimerais bien avoir une réponse positive et vous dire que la molécule CSP-TTK21 que ma collègue Anne-Laurence Boutier a utilisée fonctionne aussi dans les modèles Huntington. Alors, nous l'avons testé et le bénéfice, il y a un petit bénéfice, mais pas énorme. Donc, je ne pense pas que ce soit une molécule qui va fonctionner pour la maladie d'Huntington. Probablement que les altérations épigénétiques qu'on observe sont d'une autre nature ou d'une ampleur plus importante. Donc nos travaux nous poursuivent. Voilà, je pense que du coup, je pense qu'on n'a pas bien compris le mécanisme qui sous-tend ces altérations épigénétiques et que la piste CBP est probablement trop simpliste. Et donc c'est tout l'enjeu de nos recherches, d'essayer de comprendre justement l'origine de cette perte d'identité neuronale dans le striatum Huntington. Merci. Pour M. Bernardo, est-ce que les anomalies de la conformation que vous mettez en évidence et sur lesquelles vous travaillez peuvent permettre éventuellement d'aborder effectivement des pistes thérapeutiques en ce qui concerne les conséquences toxiques de la protéine? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? J'aimerais bien. Hein. La chose qu'on observe, c'est que à niveau structural, par exemple, les résidus qui viennent avant de la polyglutamine ont un effet très grand sur les structures. Alors, la chose qu'on voit, par exemple, c'est que les Huntington wild type, la même taille de glutamine, soit pathologique ou pas, mais qui ont des mutations qui ont fait nous-mêmes, ce n'est pas des mutations biologiques, va perturber la structure, en fait. Et on trouve que c'est agrège moins vite, par exemple. En notant certains résidus de la N17, la protéine agrège moins. Est-ce que ça a à voir, c'était en façon une voie thérapeutique? Je ne sais pas. C'est possible. L'autre chose qui est aussi relevante, c'est qu'en fait, certains de ces résidus, par exemple la sérine 16, est phosphorylée. Ça aussi pourrait altérer la structure. Alors, ça, c'est la structure de la polyglutamine, moins lisse, moins tendance à agréger, par exemple. Alors, ça, c'est des voies, si vous voulez, structuraux qui pourraient, ça pourrait aboutir à quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est un truc qu'on aimerait bien étudier et aller un peu plus loin. Merci beaucoup. Je crois qu'on va terminer cette session et que nous allons pouvoir passer à la dernière session concernant la sclérose en plaques et la DMLA. Est-ce que nous pouvons commencer avec la présentation de M. Christophe Combadière, qui est sur la DMLA et qui est plus particulièrement consacré aux inhibiteurs des récepteurs chymioquines comme agent anti-inflammatoire dans la DMLA et dans l'encéphalomyélite allergique expérimentale. Bonjour à tous et merci pour cette introduction. Je souhaite remercier
le comité de sélection de l'ANR de m'avoir permis de présenter, enfin déjà d'être présent à cette journée remarquable. J'ai appris énormément de choses. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être facile quand on est qu'immunologiste au milieu d'un monde de maladies neurodégénératives, mais c'est un grand plaisir d'être là. Et ça me permet aussi de présenter des travaux qui ont été réalisés il y a certes quelques années. J'essaye de passer, mais... Voilà, c'est bon. Un travail qui a été proposé il y a quelques années à une ANR émergence en 2012, effectivement donc sur les inhibiteurs des récepteurs de chymiokine dans notamment la DMLA, hein, donc dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc il y avait 3 partenaires dans cette ANR, la mienne, donc au Centre d'immunologie des maladies infectieuses à Paris, l'équipe de Florian Senlob à l'Institut de la Vision et une structure de valorisation à Sorbonne Université, donc la DGRTT, qui était là pour mettre en valeur nos travaux. Donc déjà sur la base de ces 3 partenaires, vous vous rendez compte que l'aspect maladie neurodégénérative sera malheureusement peu abordé dans cette présentation. J'espère néanmoins que vous apprécierez le travail et que je ne perdrai pas trop l'audience au cours de cette quinzaine de minutes. Donc la DMLA, je vais être très rapide, hein, c'est la cause majeure de perte de la vue chez les personnes plus âgées ou au-delà de 50 ans. Il n'y a pas vraiment de traitement actuellement. On traite essentiellement la néovascularisation et on retarde les formes rares de la maladie, les formes sévères de la maladie, pardon. Alors ce que nous avons observé sur un travail précédemment soutenu par l'ANR, hein, donc c'était un ANR CHARM en 2008, pour chemokinin age-related macular dégénérescence. Nous avions observé que nos souris que nous avions développées, des souris CX3-CR1 knockout, donc CX3-CR1, c'est un récepteur de chymiokine qui est essentiellement présent sur les monocytes et les macrophages. Nous avions observé que ces souris, lorsqu'elles prenaient un peu d'âge, donc ici c'est des souris de 12 mois, et c'est un montage à plat de la rétine, vous voyez qu'elles accumulent progressivement ces cellules vertes dans l'espace rétinien. Et donc ces cellules vertes, ce sont soit des monocytes, soit des cellules microgliales. La beauté de la chose, c'est que lorsqu'on compare cette image à l'image d'une rétine d'une double knockout, CX3-CR1, CCL2, donc CCL2, c'est lui un ligand, c'est une chymiokine qui interagit avec le récepteur CCR2, également présent essentiellement sur les monocytes. Donc ces 2 récepteurs, CX3-CR1, CCR2, sont les deux principales forces de migration des monocytes. Et bien, comme vous le voyez, l'accumulation présente chez les CX3-CR1-KO a largement diminué. On se retrouve dans un état très similaire à ce que vous voyez sur une souris contrôle. Donc c'est un peu la base du travail. On s'était dit qu'utiliser des agents qui ont bloqué CCR2 pourrait peut-être permettre de limiter ce recrutement et d'alléger les symptômes de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Parce qu'effectivement, ce n'était pas juste une accumulation de monocytes macrophages dans la barrière au-dessus de la barrière rétino-épithéliale, mais ici maintenant vous avez des sections de rétine et nous avons compté le nombre de noyaux des photorécepteurs présents ici, et vous voyez qu'il y a une forte dégénérescence des photorécepteurs puisque le nombre de noyaux présents ici est largement impacté, puisqu'on se retrouve avec un nombre de noyaux autour de 25 à 30% moins élevé. Dans la knockout simple CCL2, pas d'effet, et dans la double knockout, on a corrigé l'effet de la CX3-CR1. Donc ça, c'est une autre série de travaux un peu plus récents. Bien évidemment, nous avons tenté de vérifier ce qui se passait chez l'homme, et donc on a obtenu dans un premier temps des humeurs aqueuses de patients souffrant d'atrophie géographique, donc c'est la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et nous avons dosé la chymiokine CCL2 et observé qu'elle était représentée, surproduite dans ces humeurs aqueuses sur des rétines humaines contrôle et de patients. Nous avons pu observer avec ici un marquage en rose
que le CCL2, donc cette chimiokine, se trouvait abondamment produite au niveau de la barrière rétino-épithéliale et pas en dehors de ces zones dans des régions moins stressées. Nous avons tenté d'observer la présence du récepteur CCR2. Ici, avec les petites flèches, vous pouvez voir que CCR2 est présent sur des cellules relativement rondes au-dessus de la barrière rétino-épithéliale et qui forment des accumulations. Et qu'avec un contre-marquage, nous avons pu co-marquer CCR2 et CD18, identifiant ces cellules comme des récepteurs, des monocytes exprimant le récepteur CCR2. Donc le modèle était assez simple. Une lésion, une production de chimiokine. Cette chimiokine attire de nouveaux monocytes, ici. Monocytes qui, arrivant sur une zone lésée, effectuent leur réponse ici délétère. Donc cette fois-ci, plutôt que de faire un effet protecteur, elle libère des toxines qui vont désagréger progressivement les photorécepteurs et on a un modèle d'atrophie. Donc évidemment, l'idée était de bloquer CCR2, CCL2. Donc nous avons utilisé dans un premier temps et des anticorps anti-CCL2 et des antagonistes commerciaux de CCR2. Il y en a notamment 2 produits par des big pharma et nous avons pu observer que l'utilisation de ces 2 outils permettaient de réduire l'accumulation et la dégénérescence des photorécepteurs. L'idée dans l'équipe était de produire nos propres outils et nous avions plusieurs moyens de développer soit des antagonistes compétitifs, soit des antagonistes allostériques, des intercepteurs ou des molécules antiagrégantes. Et donc nous avons opté dans le cas du CCR2 pour un antagoniste allostérique. La cible était, je dirais, presque prédéterminée, puisqu'on sait qu'une des boucles extracellulaires du récepteur, la boucle ECL1, est très sensible à toute modification de sa composition, que notamment la thréonine 117, ici, est très sensible et déclenche une perte de fonction. Et donc, nous avons créé une série de petits peptides de 7 à 10 acides aminés et nous avons tenté, par une méthode de criblage assez conventionnelle sur du chimiotactisme, de voir l'effet de ces différents peptides qui sont en fait des portions de cette boucle. Et nous avons identifié plusieurs peptides, notamment celui-ci, donc LGTFLKC, qui inhibe relativement efficacement la migration de façon spécifique. CCL2 ici et CCL7 n'a aucun effet sur un autre récepteur comme CCR5, CCR1 ou CX3CR1 et est aussi actif sur des cellules non plus transfectées par le récepteur mais naturelles comme des monocytes. Par modélisation, nous avons identifié le site d'interaction de ce petit peptide en vert ici, qui est dans une poche à proximité du site de fixation du ligand, mais distinct. Donc, de façon assez rapide, nous avons montré que ce petit peptide était capable de se fixer à CCR2, mais ne pas interférer avec la fixation du ligand naturel, qui n'altérait pas la production de calcium, et en fait ne déclenchait aucun signal de transduction et n'inhibait aucun des signaux induits par CCL2, donc c'était un excellent antagoniste allostérique. Nous l'avons testé chez la souris, observé que chez la souris, nous pouvions, dans un modèle purement inflammatoire, assez artificiel, puisque c'est une péritonite stérile induite par le thioglycolate, nous avons pu identifier que dans ce modèle, l'injection intrapéritonéale de ce petit peptide ici, ECLI, RD pour random, et donc un peptide contrôle, donc le même peptide, mais dans une organisation redistribuée en termes de peptides. Ce random n'a aucun effet, alors que le peptide ECL1 inhibe de 50% la présence des macrophages, des monocytes, et n'altère que modestement les neutrophiles. Nous l'avons testé dans un modèle toujours murin de AE et nous avons pu, donc, dans céphalomyélite auto-immune expérimentale, en collaboration avec l'équipe de Benoît Salomon au CIMI, nous avons pu observer que l'injection de 2 doses de ce peptide à 80 microgrammes en intrapéritonéal dans la phase de développement de la maladie, de l'EAE, permettait de réduire cette maladie, que c'était accompagné par une diminution du nombre de monocytes ici,
donc monocytes ici, des deux types de monocytes, des macrophages, mais également des lymphocytes CD4. Alors, nous avons breveté ce peptide, et donc c'est là que la structure de transfert et de valorisation est importante, qui nous a permis d'exploiter cette famille de brevets et d'engager des programmes de maturation avec la SAD, programme de maturation dans lequel nous sommes toujours actifs. Ce qui est relativement original, c'est que des collaborateurs américains nous ont contactés pour travailler sur ces peptides et développer de nouveaux outils, non pas en termes d'antagonistes fonctionnels, mais comme outils d'imagerie. Et donc, ces collègues nous ont proposé de coupler ce peptide CL1 avec du cuivre 64 et ainsi de pouvoir l'utiliser en imagerie TEP. Et donc, vous avez ici la distribution. Donc, le cuivre 64, c'est plusieurs jours de demi-vie. Donc, vous avez ici la pénétration ou la distribution, pardon, de ce peptide à travers les organes, donc le foie, le rein, la moelle osseuse. Cet outil a été testé ensuite pour visualiser dans différents contextes pathologiques le contexte inflammatoire. Donc ici, c'est un modèle de LPS, donc c'est une inhalation de LPS chez la souris, et vous voyez que ça se traduit chez la souris de contrôle par une infiltration, ça se traduit par une infiltration et ça se visualise par une augmentation de la couleur ici, alors que dans la souris CCR2, donc souris CCR2 knockout pour lequel les monocytes n'ont pas la possibilité de migrénine de se fixer sur ce récepteur, vous voyez que l'image ici est vierge. Donc c'était un premier travail en 2017. Ensuite, dans un modèle de transplantation de poumons, vous pouvez voir que très forte infiltration, donc changement de couleur ici vers le rouge, qui traduit donc l'infiltration du poumon par des populations qui expriment CCR2. Ceci se voit beaucoup moins, on est sur de l'image contrôle quand on travaille avec une souris, le transfert se fait dans une souris CCR2 KO. Alors, troisième exemple, cette fois-ci non plus avec du cuivre 64, mais avec du gallium 68 avec une demi-vie beaucoup plus courte, où on a pu identifier, visualiser un infarctus chez la souris d'une manière relativement similaire à ce qu'est capable de faire du fluorodésoxyglucose. Donc vous voyez en termes d'imagerie ce que donne ici l'infarct, et quasiment la même chose avec ce nouveau marqueur. Donc, nos collègues américains sont très, très réactifs et ont entamé un travail pour tester cette nouvelle molécule chez l'homme. Et donc, c'était un travail tout récent qui a été publié dans la JRCCM cette année, où ce peptide couplé au cuivre 64 a été utilisé dans la fibrose pulmonaire afin d'imager les sites inflammatoires au cours de cette pathologie ici chez 4 patients comparé au contrôle ici. Donc en pratique, les conclusions que je peux apporter après, je dirais presque une décennie de travail, c'est que ce petit peptide ECL1I est sans doute le premier peptide connu allostérique antagoniste de CCR2, et que c'est un très joli outil pour l'imagerie, non seulement dans les modèles murins, mais aussi maintenant chez l'homme, grâce à ce dernier travail que je vous ai présenté, et que c'est sans doute le premier outil pour visualiser l'infiltration inflammatoire sur différents sites lésés. Donc, c'est un outil en cours de développement. Je dirais que le côté un peu triste de l'histoire, c'est que le travail s'est parfaitement déroulé avec nos collègues américains, mais qu'on a été un peu, je dirais, inefficace sur le côté juridique, et l'application des patents sont tous partis vers des brevets américains chez nos collègues, et nous avons perdu la primeur de ce travail.
Je voudrais donc profiter de cette dernière minute pour remercier les collègues qui ont travaillé sur cette longue histoire d'une décennie, notamment l'équipe de Florian Senlob à l'Institut de la Vision et nos collègues américains à l'Université Washington à St. Louis, Missouri, notamment Yongjiang, Robert, Steven et Daniel, et bien évidemment les membres de mon équipe qui ont été pionnier dans la découverte de ce petit peptide de cet acide aminé qui est très prometteur en termes d'imagerie, sans doute un peu moins en termes d'antagoniste pour CCR2. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Écoutez, on est parti de l'œil et de la DMLA et on est allé assez loin dans l'évolution de votre programme et on a bien entendu ce que vous avez dit sur les aspects juridiques et les brevets. D'autres que moi l'auront entendu. Je vais donner la parole maintenant à M. Bertrand Huard, sur le rôle neuroprotecteur de l'axe BAF-April dans le système nerveux central. Donc, bonjour à tous et merci aux organisateurs pour cette invitation. Et visiblement, donc la fin de cette journée, c'est la partie neuroimmunologie, puisque je vais aussi vous parler de mécanismes immunitaires dans le système nerveux central. Et donc, je vais vous parler de ces deux molécules très proches, donc appartenant à la famille du TNF et molécules de l'inflammation. Comme il a été dit ce matin, donc l'immunothérapie est clairement rentrée dans le traitement des maladies neurodégénératives et il y a une mode sur cibler les lymphocytes B, les éliminer. Ça a bien marché avec 2 anticorps cytotoxiques qui reconnaissent des récepteurs à la surface des lymphocytes B, un anti-CD20 donc qui est maintenant utilisé pour la sclérose en plaques, et également un anti-CD19 qui a été récemment approuvé dans la neuromyélite optique. Ensuite, donc, si on regarde d'autres traitements ciblant les B, donc, il y a eu donc, un anti-BAF, donc l'une des 2 molécules, et donc cet antagonisme n'a pas donné d'effet clinique majeur. Et enfin, donc, et là c'est la base de ce projet, c'est donc la molécule atacicept qui est donc pour l'instant je prenais là comme un antagoniste de ces 2 molécules, BAF et April. Donc BAF étant un facteur de survie pour les lymphocytes B, alors qu'April étant un facteur de survie pour les lymphocytes B différenciés, c'est-à-dire les cellules produisant les anticorps, les plasmocytes. Et donc d'une manière complètement inattendue, donc ce ciblage pourtant intelligent, puisque la compagnie qui a mené ces études a ciblé les lymphocytes B plus les cellules produisant les anticorps, eh bien, il y a eu une aggravation de la maladie, aussi bien dans la sclérose en plaques que dans l'optique norique. Donc, juste en termes de biologie, donc, BAF et April, c'est 2 molécules de la famille du TNF. Donc, ils ont des récepteurs communs, donc, qui sont TACI et BCMA. Donc, ça vous permet de comprendre que si on utilise une forme soluble de TACI, on va antagoniser la molécule April et la molécule BAF. Ils ont aussi des spécificités, c'est-à-dire que BAF a un récepteur unique qui est le BAF récepteur, alors qu'April, donc c'est pas le TNF, donc April, pour signaler sur ces récepteurs, il faut qu'il soit plus que trimérisé, donc il faut qu'il soit oligomérisé, et donc il a besoin de corécepteurs qui sont les héparines sulfate protéoglycans. Et enfin, donc ces 2 molécules sont d'abord produites à la membrane des cellules, puis clivées par une protéase pour agir comme une cytokine. En termes de fonction, on peut dire que ça va dépendre du récepteur et donc on va du maintien de la survie du pool de lymphocytes B matures au switch à la commutation isotypique des immunoglobulines et également à la survie des plasmocytes.
Donc notre travail, et c'est un travail d'une étudiante en thèse, Laurie Baert, une expérience simple donc pour essayer de comprendre au niveau de la molécule April. Donc Christophe en a parlé précédemment, donc c'est le modèle de EAE, donc le modèle standard de la sclérose en plaques chez la souris. Et clairement, lorsqu'on fait cette EAE dans une souris qui n'a pas d'April, il y a une augmentation du score clinique. Donc une étude murine et enfin aussi un accès à des autopsies de patients. Donc ici, vous avez une lésion d'un patient donc chronique active et donc une immunohistochimie avec un marquage pour les cellules qui produisent la molécule, donc April-P. Et vous voyez que la lésion, qui est comme d'habitude périvénulaire, est entourée par des cellules productrices de cette molécule April. Si on regarde la cytokine, donc April sécrétée, on voit qu'il y a une accumulation de cette protéine au sein de la lésion et dans l'espace aussi périlésionnel, et sur des cellules qui ont une morphologie de type astrocyte. Juste pour comprendre comment ça se passe, donc la production est assurée par une sous-population de cellules CD68+, donc des macrophages. Les anapathes nous ont dit que ce ne sont pas des cellules microgliales, mais ce sont des macrophages infiltrants. Et ensuite, donc, ce qui est vraiment spécifique de ces lésions, c'est que tout le produit sécrété va se localiser au niveau des astrocytes, comme vous le voyez ici, donc des astrocytes qui sont GFAP positifs. Sur ces astrocytes, eh bien, ce n'est pas les corécepteurs déjà connus, les héparines sulfate protéoglycans, qui fixent cette molécule, comme vous le voyez, puisque les astrocytes sont héparines sulfate protéoglycans, sont pas verts, sont héparines sulfate protéoglycans négatifs. Par contre, donc, c'est des molécules proches de ces héparines sulfate protéoglycans, c'est-à-dire les chondroïtines sulfate protéoglycans. Donc, le partenaire de liaison sur l'astrocyte réactionnel, c'est les chondroïtines sulfate protéoglycans, comme vous voyez avec cette coloration rouge pâle, donc jaune. Donc là, on rentre un petit peu dans la complexité de la glycobiologie. Donc, les héparines sulfate protéoglycans. Donc, ici, vous avez donc c'est des glycoprotéines avec une chaîne héparane et en plus, vous avez des résidus de sulfate sur les disaccharides. Donc, à savoir que l'héparine sulfate, la chaîne héparine sulfate, est constituée de ce motif disaccharidique, composé de l'acide glucuronique et de la N-acétylglucosamine. Au niveau des CSPG, donc c'est quasiment la même chose, sauf que donc la N-acétylglucosamine est remplacée par la N-acétylgalactosamine. Et suivant les degrés de sulfation au niveau de ce motif disaccharidique, il a été défini des types de CSPG, à savoir le CS de type A, B, C, D et E. Je reviendrai sur ces différents types et l'utilisation de ces différents types dans une minute. Donc, pour des raisons de temps, je ne vais pas pouvoir vous décrire tout ce qu'il a été publié par Laurie Baert, notre doctorante, mais donc la première fonction trouvée d'April au niveau de ces astrocytes réactionnels est la stimulation de la production d'une cytokine immunosuppressive, l'IL-10, par ces astrocytes. Et une production d'IL-10 qui était capable d'inhiber in vitro une prolifération de lymphocytes T. Ensuite, et je pense que c'est beaucoup plus attractif, on a identifié donc, dans les lésions de sclérose en plaques un nouveau ligand des chondroïtines sulfate protéoglycans. Qui dit ligand dit peut-être antagonisme de ces molécules. Car il faut savoir que eh bien, les CSPG, ce sont des molécules qui inhibent les mécanismes de réparation.
à savoir que sans CSPG, il y aura réparation neuronale. Et en fait, ces CSPG agissent, lorsqu'il y a un traumatisme au niveau du système nerveux central, agissent comme des ligands qui vont stimuler deux familles de récepteurs, la famille NOGO-R avec les membres 1 et 3 et la famille PTPR, protéine tyrosine phosphatase récepteur, et les deux membres sigma et F. Et s'il y a stimulation de ces récepteurs, il y a blocage de la croissance des axones. Donc bien évidemment, donc on a voulu poser la question, qu'est-ce que peut faire April dans ces interactions CSPG avec les récepteurs inhibiteurs? Donc là, c'est le travail d'un deuxième doctorant, donc une expérience toute simple, un ELISA, on code sur le plastique NOGO-R ou PTP-R et on ajoute des CS solubles biotinylés que l'on détecte et l'on regarde la fixation en absence ou en présence d'April. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, donc pour les différents types de CS qui fixent PTP-R sigma, à savoir le A, B et E, en présence d'April, on a une importante inhibition de la fixation de ces types de CS. Pour NOGO R1, on a deux types de CS qui fixent, CSA et B, et encore une fois, on a une très bonne inhibition de la fixation des CS sur ce récepteur inhibiteur. Donc ça, c'est vraiment de la biochimie, du test de liaison. Fonctionnellement, donc on a fait un test de neurite outgrowth assay, donc on code sur le plastique des CS, différents types de CS, et on met sur cette boîte de culture codée avec des CS des neurones corticaux de fœtus de souris, et on mesure la croissance de neurite. Et comme vous voyez, donc la croissance neuronale est suivi par un marquage bêta-tumuline 3. Vous voyez que les CS, sauf le CSD qui est un contrôle négatif, les CS A, B et E inhibent la croissance de neurite, et lorsque l'on bloque ces CS avec la molécule April, on récupère la croissance de neurite. Juste une quantification, donc avec des microgrammes par ml d'April recombinant en fonction des différents types de CS. Donc cette molécule April est capable d'inhiber tous les types de CS qui fixent les récepteurs inhibiteurs lorsqu'il y a une lésion au niveau du système nerveux central. On a fait aussi des expériences un peu plus proches de l'in vivo, donc de l'ex vivo, avec un test de coupe de cerveau, et donc en appliquant un détergent, l'isolécitine, donc on lise les cellules qui produisent de la myéline, les oligodendrocytes, et lorsque l'on traite ces coupes lésées par le détergent avec la molécule April, on récupère de la myélination. Vous voyez la quantification. Donc en présence de l'isolécitine, vous avez moins d'axones myélinisés, et lorsqu'on met April, on récupère de la myélination. Enfin, dans le test de AE, donc une injection systémique d'April recombinant, pré-symptôme et, ce qui est plus intéressant, post-symptôme, permet de réduire le score clinique de cette maladie pour ces souris. Donc, pour conclure, donc, on a eu un message des patients donc, qui a été si on bloque la molécule April et peut-être BAF, on induit une aggravation de la sclérose en plaques et d'une maladie relativement proche qui est l'optique neurite. Dans le laboratoire, donc, on a pu montrer qu'en absence d'April, le modèle murin de sclérose en plaques est augmenté. Donc, au moins, April a une contribution chez les patients, très certainement. On a donc une activité anti-inflammatoire de la molécule April au niveau des astrocytes, puisqu'elle permet d'induire une sécrétion d'IL-10. Enfin,
on a donc injecté après le recombinant de manière systémique dans le AE. Ça a permis d'améliorer la maladie. Et enfin, donc, et là, je pense que c'est vraiment le futur de notre recherche, on a un nouveau ligand de ces molécules CSPG qui sont, donc, je vous le rappelle, des inhibiteurs naturels de la réparation neuronale lorsqu'il y a un traumatisme dans le système nerveux central. Et donc, bien évidemment, est-ce qu'on peut se servir de cet april recombinant comme un traitement régénératif qui manque complètement à l'heure actuelle dans l'arsenal thérapeutique des cliniciens. Pour ce faire, on a un brevet et peut-être qu'un jour, je serai capable de vous présenter si ça a été testé chez les patients. Je pense qu'un jour comme aujourd'hui, il faut remercier l'ICMO, l'ANR. Donc, on a beaucoup bénéficié. On a bénéficié du réseau Cohen et ça nous a permis de rejoindre un projet européen. Et également, je tiens à remercier aussi les petites associations. C'est la sclérose en plaques, dont je remercierai l'ARCEP. Et enfin, je remercierai aussi tous les collaborateurs du laboratoire, plus externes au laboratoire, qui ont permis de mener ces travaux. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et j'espère que le Cohen pourra continuer en entendant ce que vous dites. J'ai une première question à poser, c'est Geneviève Rougon qui la pose. C'est, dit-elle, une question de béotien pour Christophe Commadière. Est-ce que les neutrophiles expriment CCR2 ? C'est une bonne question. Non, CCR2 n'est pas exprimé sur les neutrophiles. Je pense que par contre, comme vous avez peut-être pu le voir sur une des diapositives, ils sont légèrement affectés par l'utilisation du peptide ECL1. Je pense qu'en fait, l'effet est indirect, c'est que l'inhibition de la migration des monocytes sur le site inflammatoire, on sait que les monocytes vont libérer secondairement d'autres chimiokines qui vont attirer les neutrophiles. Et donc, s'il y a moins de monocytes qui sont venus, il y aura moins de stimulation pour les neutrophiles par effet secondaire. Merci. Alors, moi, j'ai une autre question pour vous. En regardant les images que vous avez montrées dans lesquelles le peptide sert de marqueur, vous avez montré des souris qui avaient des souris normales, puis vous avez montré des souris dans lesquelles il y avait une prise de marqueurs au niveau du poumon dans certaines pathologies, mais j'ai remarqué qu'à certains moments, il y avait aussi un marquage très net au niveau de l'extrémité céphalique de ces souris. Comment on l'explique? Est-ce que c'est un mécanisme artefactuel ou est-ce qu'il y a une raison particulière? Donc, c'était notamment très visible, je pense, dans la stimulation LPS, enfin, dans le test sous LPS. Je pense que l'inflammation se fait non seulement au niveau du poumon, mais sur toute la partie des voies aériennes supérieures. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau du museau, on voit un marquage. Je ne sais pas si ça remonte au niveau du cerveau. Ça, c'est une des choses qu'on aimerait vérifier. Donc, nos collègues américains ont pu voir un petit marquage au niveau du cerveau. Donc, ils imaginent, il faut encore le prouver, que ce petit peptide pourrait traverser la barrière hémato-encéphalique et donc pénétrer le cerveau. Ça reste vraiment à montrer. C'est un challenge là pour l'instant. La sensibilité est vraiment trop faible pour l'instant. Et si on reboucle votre boucle, est-ce qu'on peut voir quelque chose dans l'œil? Ça n'a pas été testé. C'est malheureux. C'est malheureux. Dans l'œil, ce qu'on voulait surtout voir. Alors, dans l'œil, on a des outils de fluorescence qui marchent très bien. Donc, ce peptide a aussi été couplé avec des QDOT et d'autres marqueurs de fluorescence. Donc, on l'utilise assez facilement dans l'œil juste par le fait que l'œil est transparent. Donc, on peut accéder à la rétine de l'extérieur. Donc, la réponse est non. On ne l'a pas utilisé dans la DMLA. C'est regrettable. Ça aurait permis de boucler la boucle, comme vous dites. J'ai une question pour Bertrand Huard. Alors, effectivement, dans
dans la saga des essais thérapeutiques dans la sclérose en plaques, je me souviens très bien de la période où il y a eu la tachycèpte et de l'échec de la tachycèpte sur lequel nous nous sommes posé beaucoup de questions, effectivement, et vous suggérez effectivement que certains mécanismes sont à l'origine de cet échec. Alors, il me semble, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est plus l'effet anti-inflammatoire de BAF ou de April que plutôt l'effet de réparation. Parce que dans les essais thérapeutiques de la sclérose en plaques, en général, ce qu'on mesure dans ces formes en particulier à poussées, c'est les nouvelles poussées ou les lésions inflammatoires nouvelles. Donc, on ne voit pas les effets de la réparation, ou alors il faudrait qu'il y ait vraiment des mécanismes très indirects, et on pense plutôt que c'est finalement l'effet anti-inflammatoire d'April qui est bloqué, qui fait que les poussées peuvent s'exprimer plus facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres explications plus complexes que cela? Non, non, vous avez complètement raison. Donc, c'est très certainement un effet donc anti-inflammatoire de la molécule April, donc la production d'IL-10 au niveau des astrocytes réactionnels. Nos collègues canadiens, donc je n'ai pas eu le temps de le montrer, mais nos collègues canadiens ont montré qu'aussi il y avait une voie BAF anti-inflammatoire, donc par donc une action sur des plasmocytes IgA qui sont aussi immunosuppresseurs parce que produisant de l'IL-10 et qui viennent de l'intestin. Donc, encore une fois, le réseau intestin-cerveau. Donc là, clairement, on est dans une explication anti-inflammatoire. Maintenant, bien, on va essayer de rebondir. Nous, des anti-inflammatoires dans la sclérose en plaques, il y en a assez. Mais par contre, donc, des molécules qui peuvent induire une régénération, pour l'instant, ça manque. Et le fait d'avoir un ligand des CSPG et un ligand antagoniste de leur fonction peut permettre d'envisager donc d'induire de réparation. Merci. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme de cette journée. Et donc, je vais remercier l'ensemble des orateurs de cette session. Et puis, je vais repasser la parole aux organisateurs, Étienne Hirsch, Catherine Heurtiaux et Geneviève Rougon pour la conclusion. Merci à vous. Merci. Bah, écoutez, je crois que ça a été une journée. On l'entend. Bien, écoutez, je crois que ça a été un vrai succès. Moi, je me félicite de cette collaboration entre l'ANR et l'ITMO Neurosciences. Et je voudrais tout de suite passer la parole à Catherine Heurtiaux pour qu'elle nous indique de son point de vue ce qu'elle a pensé de cette journée, si c'est un succès, si l'ANR est satisfaite des résultats obtenus par les chercheurs que l'agence a financés. Bien, merci Étienne. C'est effectivement, on attendait énormément de cette journée. C'était important pour l'ANR d'arriver à faire ce type de journée. Bon, comme on a pu voir, c'était une journée très dense où on a vu énormément de résultats. Bien sûr, on a pu ne donner qu'un petit échantillonnage par rapport à l'ensemble de tous les projets et des résultats qui ont été donnés pendant ces 8 années. Ce qui est clair, c'est que ça nous conforte dans le fait que les financements ANR sont vraiment essentiels pour la recherche française
et que bon, la bonne nouvelle, d'après ce que l'on peut entendre, c'est qu'il va y avoir une augmentation certainement de sélection. Je voudrais tout de suite passer la parole à Catherine Heurtaud pour qu'elle nous indique de... Vous m'entendez pas? Ouais. Donc, j'avais commencé, vous ne m'avez pas entendu de tout ce que j'ai dit? Ah si, bon, d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer, certainement intensifier encore les appels d'offres de l'ANR pour principalement stimuler aussi je pense, les collaborations franco-internationales qui donnent vraiment des résultats vraiment excellents, tant sur le plan préclinique, clinique et fondamental. Je pense aussi qu'il serait important de continuer de renouveler un peu les appels nationaux spécifiques qui permettent de booster finalement des recherches sur une thématique bien ciblée. Moi, je remercie tous les intervenants de cette journée. Je vais passer la parole à Geneviève Rougon, qui en fait est responsable scientifique de l'ANR pendant toutes ces années et qui, je pense, a un recul par rapport à l'ensemble de ce bilan ANR avec tous les résultats. Je me permets juste de vous rappeler... Vous avez commencé? Vous n'avez pas entendu ce que vous avez dit? Ah si, d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer, payer de l'ANR, donc l'ensemble des résultats avec un panorama des différents projets qui ont donné les meilleurs résultats. Il y a 56 projets qui sont résumés en fiche de synthèse à la fin de ce cahier. Et je pense que c'est important pour toutes les communautés de pouvoir lire ce cahier. Ça donne une bonne information sur le travail à la fois de l'ANR conjointement avec l'ICNO. Merci. Je donne la parole à Geneviève qui va conclure cette journée vraiment très intéressante. Et je vous entends, mais je ne vous vois plus. Vous m'entendez? Bon, mais de toute façon, je voulais conclure cette journée d'une façon très optimiste et vous expliquer très brièvement pourquoi je suis optimiste finalement. Déjà, en remerciant, vous me voyez là maintenant, déjà en remerciant toutes les personnes justement qui ont permis que cette journée se fasse. On a dû la remettre souvent. Les personnes qui ont suivi pour les vidéos et tout, merci Monsieur Poisson, merci beaucoup. Et aussi, je suis optimiste puisque j'ai entendu ce matin l'ANR qui a dit où il y aurait plus d'argent probablement. Je suis optimiste parce que, par exemple, Étienne Hirsch a très bien résumé des points très positifs dans le plan maladies neurodégénératives, en soulignant bien clairement aussi ce qu'il faudrait y améliorer. Si je reprends ma casquette ANR, je crois avoir vu, et on a vu aujourd'hui que ce qui est la partie émergée de l'iceberg, mais tous les résultats qui ont été obtenus, et en particulier, je crois, essentiellement aussi sur des mécanismes neuropathologiques qui sont impliqués dans ces diverses maladies. Et alors, on a pu voir là aussi que les modèles utilisés sont très larges. On n'a pas vu, mais c'est par exemple de C. elegans jusqu'à l'homme, et aussi les échelles qui sont très larges. On a vu des structures de molécules pour la huntingtine jusqu'à des données sur l'homme. Un autre point, je pense, qui est remarquable et qu'on voit très bien à l'ANR,
c'est ce qu'on peut appeler la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité, où les chercheurs s'approprient très rapidement les avancées qui ont lieu dans d'autres domaines. Je citerai l'imagerie, c'est clair. On a vu aujourd'hui les marqueurs pour le PET, on a vu la RMN, mais également des avancées plus technologiques dans la microfluidique. Et il y a bien d'autres exemples en génétique et en protéomique. Tout ça, les chercheurs français ont su se l'approprier et on a vu à quelles avancées ça pouvait donner lieu. Une autre raison pour être optimiste, je ne veux pas être long, mais je l'avais remarqué à l'ANR, je ne sais pas si Catherine l'a souligné ce matin, je crois que oui, mais c'est que dans le temps, on a vu de plus en plus de jeunes chercheurs, de projets jeunes chercheurs qui ont été financés. Ça a été illustré par Corinne Escartin et une autre personne là de Strasbourg. Et donc, je crois qu'une raison d'être optimiste aussi, c'est que la relève est là, elle est compétente, elle est motivée et on a bien pu s'en rendre compte aujourd'hui. Il y a eu l'ouverture à l'international, beaucoup y sont venus avec les projets GPND. Et surtout, ces structures pérennes qui ont été établies, et on l'a dit plusieurs fois, qui doivent être prolongées, comme les COEN et les centres d'excellence. On voit très bien ce que ça peut, comment ça aide le chercheur. Pour moi, ce que j'ai vu, c'est où nous en sommes. Donc, on observe vraiment une meilleure connaissance des mécanismes pathophysiologiques, de l'épidémiologie, même si probablement il y a encore beaucoup à faire en épidémiologie, de la génétique moléculaire, mais on a des cibles, donc c'est grâce à ces travaux-là qu'on trouve des cibles et on les propose, mais malheureusement c'est encore un peu juste sur tout ce qui peut être traitement. Donc, dans le futur, ce qui semble devoir se développer, c'est sûrement une meilleure identification de biomarqueurs ou d'autres biomarqueurs. On voit qu'on peut déjà en identifier de façon très sensible. Il en manque sûrement. Et à titre personnel aussi, j'ai beaucoup confiance en machine learning et l'intelligence artificielle. Je crois que là, vu les masses de données qui vont se créer, on va pouvoir trouver, modéliser et sûrement aider à affiner des diagnostics et aussi peut-être identifier d'autres mutations génétiques qui sont en cause. Il faut probablement aussi développer les modèles expérimentaux qui se rapprochent plus des pathologies de l'homme. Là, peut-être le singe, le primate non humain qui est utilisé en France, mais bon, où il y a des problèmes aussi pour pouvoir y avoir accès, et probablement un modèle d'intérêt. On a vu ce matin ce que ça pouvait donner également pour l'électrophysiologie, etc. Donc, il faut aussi que l'industrie se mobilise, que la France, bon, il y a des startups, peut-être qu'il en faut encore plus, parce que l'innovation va venir de ces startups, je le pense fermement. Et donc, il y a plus de synergie, mais peuvent se créer dans ces grands centres COEN et ces centres d'excellence entre donc l'innovation, le transfert et la création de nouveaux médicaments. Donc, je termine en disant que notre objectif à tous, chercheurs, ANR, ITMO, Avisian et tous les autres, c'est sûrement de donner de l'espoir aux malades que demain sera mieux que hier. Et là, j'ai tout à fait confiance que la France va y arriver. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette journée et tous les intervenants qui nous ont présenté de vraiment très belles avancées. Merci. Merci Geneviève. Donc, nous arrivons au terme de cette journée. Moi, j'ai écouté de la science vraiment de qualité. C'est rassurant. Je crois que c'est bon pour la recherche française sur les maladies neurodégénératives. Ce que vous avez entendu aujourd'hui était de la recherche proposée par des jeunes chercheurs, hein, donc ce qu'on appelle les JC-JC, des ANR, des contrats blancs
et ça c'est ouvert à tout le monde, mais aussi ce qui a été fait à l'Europe dans le cadre du GPND et les Cohen. Et là, vraiment, nous travaillons main dans la main avec l'ANR, l'ITMO Neurosciences, l'ANR, c'est le même combat. Et notre futur combat, c'est d'arriver à faire comprendre à la communauté européenne que nous avons besoin de recherche au niveau européen sur le cerveau. C'est la priorité absolue et la France se bat pour ça aux côtés des autres pays. Donc tout ce que pourront faire les chercheurs individuellement, tout ce que pourront faire les personnes qui assistent à ce colloque pour faire du lobbying pour la recherche sur le cerveau, c'est bon à prendre. Nous avons eu la bonne nouvelle ce matin de Thierry Damerval d'entendre que les financements français allaient augmenter, mais il faut aller chercher plus d'argent et cet argent est à l'Europe, donc je vous incite à aller le chercher. Voilà, je voudrais conclure en remerciant toutes les personnes qu'on n'a pas vues, mais grâce à qui cette journée a été possible, à Forevan qui a assuré toute la technique. On les a mentionnés ce matin, Vincent Poisson à l'ANR, Lara Kister à l'ITMO, et malgré les difficultés et l'absence de lien physique entre nous, je pense que ça a été un succès. Au cours de cette journée, nous avons eu entre 200 et 250 participants pour chacune des sessions. Je crois que c'est vraiment bien. Et à l'avenir, il faudra d'ailleurs qu'on se pose la question de savoir si nous devons maintenir ces colloques en physique. C'est peut-être pas très très bon pour la planète, mais en termes d'interaction scientifique, je crois que c'est quand même bien. Et il faudra peut-être réfléchir à avoir des formats mixtes, moitié physique, et puis la possibilité de réécouter ces journées pour ceux qui ne peuvent pas y participer physiquement. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que nous serons déconfinés pour cela, que nous pourrons voir nos proches, mais faites attention à vous. Le coronavirus, ça n'est pas une petite maladie, c'est une maladie qui tue et ne l'oubliez pas. Bonne soirée et à bientôt.